Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes, comme prévu, au rendez-vous donc au Salon du Livre francophone, au Salon francophone du Livre, pour sa 20e édition. Et ce soir, le menu est particulièrement épais, nous vous en parlerons tout à l'heure. Nous avons l'habitude de commencer cette édition avec quand même une énumération des activités qui ont lieu en général après ou Justement. le lendemain. Bonsoir Nanette. Donc on va y aller. Comme promis, on va commencer d'abord avec le quiz du jour, la question qu'on vous pose au début de l'émission. Vous pouvez y répondre sur la page Facebook. La question pour ce soir, c'est quel âge a le Salon francophone du livre de Beyrouth? Et vous pouvez y répondre sur la page Facebook suivante. Est-ce que je viens de vendre Salon la mèche du livre 2013. C'est une question piège. D'accord. Et comme tous les jours, nous allons commencer par la première rubrique qui s'appelle « Ne ratez pas ». Ne ratez pas justement une rencontre à 19 h, puis la signature à 20 h avec l'auteur de Je consomme, donc je suis, Benoît Heilbrunn. Ne ratez pas non plus la conférence qui aura lieu à 19 h ce soir, une conférence juridique qui s'intitule Un acte de foi et un état de droit avec Maître avec S, Lina Zakour, Ziad Baroud et Alexandre Najar. Ne ratez pas non plus à 20 h la signature de Sibylle Émérite, le statut du musicien dans la Méditerranée ancienne. Et demain, l'avant-midi, il y aura des animations pour enfants avec notamment Randa Aboul Hassan à 11 h et à 16 h au stand à Sabil, de même qu'une projection à 12 h du documentaire Boukra à demain et une conférence sur la bibliothèque publique, lieu de rencontre. Demain, événement tout à fait important, à 15 h, la proclamation de la liste Goncourt, choix de l'Orient. Et à 17 h, le lancement de la Maison internationale des écrivains de Beyrouth. Voici une liste non exhaustive des milliers d'activités qui se déroulent chaque jour au Salon du Livre. Quelques suggestions en fait que nous faisons Justement, tous les quelques jours. petites suggestions dans un tourbillon d'activités. Mais tout d'abord, nous allons commencer aujourd'hui par recevoir un auteur de talent, un auteur qui promet, qui s'appelle Sorge Chalandon, qui courait pour le Goncourt et qui court pour d'autres prix également dans la rubrique Le titre du jour dans quelques instants. Sorge Chalandon, bonsoir. On est très content que vous soyez avec nous ce soir entre plusieurs activités que vous menez au sein du salon. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire? C'est une citation de Kafka. Eh bien, votre livre à vous, Le quatrième mur, c'est un coup de massue que vous portez à tous les lecteurs qui vont le lire parce que c'est un livre tellement fort qui interpelle tous les lecteurs à mon avis, mais surtout les Libanais. Pourquoi avez-vous choisi la guerre libanaise comme toile de fond de votre roman? Parce que j'ai été journaliste de guerre longtemps, pendant plus de 20 ans, et j'ai travaillé sur la guerre du Liban. Et comme vous le savez, un journaliste n'est pas un sujet. Donc le journaliste, il ne parle pas de lui, il ne dit pas jamais. Et donc pendant tous ces temps de guerre, ici et ailleurs, j'ai fait mon rôle de journaliste, c'est-à-dire que j'ai parlé des larmes des autres, je n'ai pas écrit sur mes propres larmes. Donc pendant 25 ans de guerre, j'ai gardé mes larmes, j'ai gardé mes colères, j'ai gardé tout ce que j'avais pas pu dire. Et je me suis dit un jour, il faut que je retourne au Liban, que je retourne dans cette guerre-là, et que je fasse enfin parler mes propres larmes. Et donc je me suis dit que le roman, c'était le meilleur moyen. J'ai un double, Georges, qui est mon deuxième prénom. Donc Georges, c'est vous, hein? Georges, c'est moi, et Georges, c'est mon deuxième prénom. Oui. Voilà. Et Georges, je lui demande de revisiter cette guerre, mais comme un metteur en scène de théâtre. Mais de revenir là où moi je n'ai pas pu pleurer. Où vous étiez arrêté, vous. Où je me suis arrêté. Justement. Et donc, mais pourquoi cette idée de quatrième mur? Le quatrième mur, comme vous le dites dans l'ouvrage, c'est cette façade imaginaire que tout acteur, que tout comédien met entre lui et le public. Oui, mais c'est comment cette idée de théâtre à l'intérieur d'une guerre? Comment vous avez eu cette idée? Parce qu'on dit le théâtre des opérations, on dit les acteurs de la guerre. Et moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'est en fait, moi je suis auteur. Et je demande à Georges de monter une pièce de théâtre, Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Georges va monter sa pièce de théâtre. Mais en fait, celui qui
celle qui est notre metteur en scène, c'est la guerre. C'est la guerre. Et ce que je voulais, véritablement, l'idée est folle, l'idée est naïve, mais l'idée est belle. Ce que je voulais, c'est que Georges prélève un acteur dans chaque camp. C'est un mélange explosif. Vous C'est un prenez mélange des explosif. Palestiniens, des phalangistes, Oui. des sunnites, des chiites, Oui, oui, mais en pour- pleine guerre, Oui, en mais pour 82. réciter des mots qui ne sont pas d'eux. D'accord. Pour réciter les mots de Jean Hanouille. C'est-à-dire qu'on arrête avec les cris, on arrête avec les ordres guerriers, on arrête avec les insultes. C'est une trêve. C'est une trêve, elle ne va pas durer, elle va durer le temps de la pièce, 1h10, 1h15. Mais en tout cas, pendant cette trêve-là, les fusils vont se baisser peut-être. Et tout d'un coup, ces gens-là ne seront plus chiites, ne seront plus sunnites, ne seront plus palestiniens, ne seront plus maronites. Ils seront Aimon, ils seront Créon, ils seront Antigone, ils seront les gardes. C'est super émouvant, vraiment, C'est- cette idée. c'est Ça une m'a fait quelque tentative. chose. Je m'excuse de vous interrompre, mais moi, ce livre-là, je l'ai lu d'une traite. Ça m'a fait quelque chose en tant que Libanaise, qui suis née avec la guerre et dans la guerre, de sentir que quelqu'un qui n'est pas libanais, comme vous, ait pu connaître de si près la guerre libanaise et la comprendre de si près, de manière si authentique. Donc, Alors, c'est ce qui est fort. je ne l'ai pas comprise, j'en ai souffert. Oui. Donc on ne comprend pas une guerre, surtout une guerre civile. C'est juste qu'on ne comprend pas parce que on s'attache toujours à la victime, Mhm. sauf qu'il suffit qu'il traverse la montagne et il devient bourreau. Donc c'est très compliqué, C'est très une guerre comme compliqué. ça, très compliqué. Mais en revanche, si on ne la comprend pas, on la vit au plus près et on en souffre. Il y a une phrase qui m'a interpellée, en fait, un passage qui dit « Chacun avait un rôle, je n'en avais pas. J'étais perdu, je n'étais acteur de rien. J'étais devenu spectateur inutile. » En fait, toute la guerre, c'est inutile, n'est-ce pas? D'après ce que vous avez Bien sûr, vécu, toute la guerre vu. est inutile, mais on a l'impression dans une guerre que des gens servent à quelque chose, y compris les gens qui servent à tuer. Mais quand on vient de l'extérieur, quand on se retrouve dans ces rues, qu'on se retrouve entre ces balles-là, qu'on se retrouve à courir pour rien, on se dit mais pourquoi je suis là moi? À quoi je sers? Parce que ça c'est ce que Georges dit lorsqu'il sent que Antigone ne pourra pas être montée à Beyrouth. Tant qu'Antigone peut être montée, il a un rôle. Lorsqu'il sent que c'est plus possible, il n'a plus de rôle. Il n'est plus là pour rien. Justement. Et en fait, vous êtes auteur de 6 romans, ce n'est pas votre premier roman. Non. Vous avez couru, vous étiez tout près du Goncourt, vous n'êtes plus dans la shortlist. Ça fait la 3e fois que je suis... Oui, dommage, hein? Oui, mais en même temps, j'ai eu le prix Médicis. Oui, J'ai eu le justement. Grand Prix du roman de l'Académie française. C'est ce qu'on allait Donc dire. ce sont de très beaux prix. Mais c'est vrai que ça fait la 3e fois que le Goncourt me dit au revoir. Au bout de- Mais là, Voilà. vous avez aussi les étudiants qui vous jugent, n'est-ce pas, dans Oui, la liste absolument. Goncourt Choix de Lorient. Demain, Absolument. les prix seront proclamés, Oui. le vainqueur sera Oui, proclamé. On oui. vous espère bonne chance, en tout cas, Bah, on vous écoutez, souhaite je bonne vous chance. remercie, mais ce qui est bien avec ce prix des étudiants, c'est qu'il n'y a pas de jeu entre les maisons d'édition, il n'y a pas de jeu de tactique. Mhm. Il y a des jeunes qui aiment ou qui n'aiment pas. Mhm. Et donc c'est un prix de pur cristal. En fait, ce qui est très, très fort dans votre ouvrage, vous avez dit, vous êtes journaliste, vous avez gagné le prix Albert Londres pour vos reportages dans Libération, vous écrivez pour Le Canard enchaîné. Ce qui est très beau dans votre ouvrage, c'est le style journalistique qu'on sent. On voit, vous écrivez avec des images réelles, on voit le sang, la violence et les bombes et les mots. Est-ce qu'un journaliste écrit différemment qu'un écrivain? Oui, parce qu'un journaliste ne dit pas je. Et moi, pour la première fois, j'ai dit je. Même si je m'appelle Georges, personne n'est dupe. Donc Mhm. ce je, ce Georges, c'est moi. Et pour la première fois, je parle de ce que j'ai dans mon ventre. Un journaliste ne parle que de la douleur des autres. Et là, un romancier peut parler de sa propre douleur. Et ça m'a manqué de ne pas le faire. Et là, je le fais enfin. Bon, on a des tas de questions encore à vous poser, mais on doit vous laisser filer pour votre signature là Merci. tout de suite qui va se dérouler et votre conférence également, n'est-ce pas? Absolument. Donc merci beaucoup pour ce petit entretien. On tenait à vous recevoir parce que c'est un livre qui est poignant que donc je conseille à tous les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent de lire. C'est un livre qui va interpeller tous les Libanais qui ont vécu la guerre et qui ne l'ont pas vécu également. Merci beaucoup, Merci. Sœur Chalandon. Et je peux vous dire qu'être là pour moi à Beyrouth et signer mes livres à Beyrouth, c'est quelque chose qui n'est pas anodin du tout. Voilà. Et j'ai quitté Beyrouth en larmes et je le retrouve en sourire. Et ça, c'est formidable. Ça c'est Et fort, c'est très c'est émouvant. vraiment émouvant. Pour Et nous je vous aussi, remercie. pour nous aussi. Merci. Donc merci beaucoup. On vous retrouve juste après cette petite pause. Nous
Nous revoici en direct du Biel pour couvrir le salon francophone du livre de Beyrouth tous les soirs. Et après l'entrevue émouvante avec Serge Chalandon pour son livre Le quatrième mur, nous avons également un autre ouvrage très intéressant sur lequel nous nous penchons ce soir, qui est Parfum de Philippe Claudel. Philippe Claudel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ma victime ce soir. Ah bah, on va prendre notre consentante et temps. heureuse. Consentante et heureuse, et vous êtes en plus gentille, vous m'avez dit. Alors on va voir ça. Vous êtes à la fois scénariste, écrivain et réalisateur. En 2003, vous recevez le prix Renaudot pour votre roman Les âmes grises, et 4 ans plus tard, c'est le rapport de Brodeck qui recevra le prix Goncourt des étudiants. Depuis 2012, vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Parfum est le titre de votre dernier ouvrage, une sorte d'inventaire des sensations olfactives qui vous ont marqué. Alors, parfum de nostalgie, d'enfance, de douleur, de bonheur, tout passerait donc pour l'odorat, pour vous? Oui, mais pas seulement de nostalgie, parce que le parfum est justement quelque chose qui rend présent le passé. Bon, on va arriver à ça tout à l'heure. Eh oui, Vous bon, prenez une longueur d'avance, ça, c'était pas désolé, prévu. hein, ça prouve qu'on n'a rien répété, donc c'est formidable. Non, c'est vrai que dans tous les textes que j'ai écrits avec cette entrée très particulière qu'est les parfums, beaucoup se rattachent à l'enfance, à l'adolescence, à un temps qui semble lointain. Mais c'est aussi parce que ma découverte du monde, ma propre découverte à la fois des autres, de la nature qui m'environnait, est passée très très souvent par l'odorat. C'était un sens dans mon enfance et encore aujourd'hui que j'ai énormément utilisé et qui a un aspect éminemment poétique et sentimental. Est-ce que ce bréviaire des sensations, c'est une façon pour vous de raconter votre vie? Oui, c'était pas le but à l'origine, parce que je suis plutôt quelqu'un de pudique et qui se réfugie derrière la fiction, qui n'aime pas beaucoup parler de soi. Mais à partir du moment où j'ai pris cette décision, ce désir de raconter les parfums, d'explorer les parfums, je me suis rendu compte très très vite qu'on ne pouvait pas ne pas parler de soi. Du coup, qu'est-ce qui a motivé cette décision? C'est peut-être ce besoin de sortir de sa coquille un tout petit peu? Alors, je pense qu'il y a des désirs conscients et il y en a d'autres qui sont inconscients. Bien sûr. Sans doute qu'arrivé à la cinquantaine, comme ça, j'avais envie un petit peu aussi d'examiner profondément qui j'étais et de faire une sorte d'examen, de bilan. Et les parfums m'offraient ce bilan-là. La question après s'est posée de la publication, parce que quand on parle de soi pour quelqu'un qui est pudique comme moi, il y a toujours une gêne à dévoiler qui on est. Mais en même temps, je me suis dit que ça pouvait peut-être permettre à des lectrices, à des lecteurs de faire exactement la même chose, c'est-à-dire de se redécouvrir par cette entrée des parfums. Alors ce qui est intéressant, c'est que Parfum, c'est le parfait livre de chevet. On peut le poser, le reprendre, lire un chapitre et reprendre 6 mois plus tard et peut-être arriver à son propre assemblage. Oui, et puis surtout, on peut le dire aussi, le lire dans n'importe quel sens et dans n'importe quel ordre. Ce qui m'a plu, c'est de mettre au tout début de ces textes-là ce que j'ai appelé la table des parfums, pour donner déjà au lecteur la vision de ces 63 odeurs et parfums dont je parle, et lui laisser la liberté de procéder comme il le voulait dans sa lecture, comme vous le dites, de picorer, d'abandonner, de reprendre, et surtout de, peut-être, cet espoir que j'avais, qu'il en fasse autant pour lui après. Philippe Claudel, dans votre livre, il y a des parfums du passé, des parfums intemporels. Si vous deviez vous inventer un parfum, lequel serait-il? Ce serait un parfum très complexe qui est le parfum de la vie. Je crois que la plus importante des choses, c'est d'être vivant. Celui-là, il est déjà là. Vous en feriez quoi exactement? Oui, je ne sais pas s'il est là, parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi qui sont dans la vie, mais qui ne sont pas vivantes. Être vivant, c'est à mon avis... Venez vivre au Liban, je pense que ça changera. C'est vrai, tant mieux. Une sorte d'urgence de vie ici qui est Oui, mais pas c'est une présente urgence ailleurs. aussi qui doit être destinée et dirigée vers les autres. Quand je dis être vivant, c'est non seulement avoir sa propre conscience de son existence et réserver une part de cette existence à l'accueil de l'autre, au regard qu'on porte sur l'autre et à cette espèce de communion humaine sans laquelle la vie n'a aucun intérêt. Alors, dans votre livre, les senteurs sont plus rattachées au spirituel qu'au tangible. Il y a la mort, le sexe féminin, le goudron, l'enfant qui dort. C'est pas tangible, le sexe féminin, c'est spirituel, c'est ça, selon vous? Attendez, là, vous me faites peur. On n'était pas d'accord là-dessus. L'église, plus de situations que de parfums réellement. Et pas de chronologie, c'est au gré des souvenirs? C'est pas au gré des souvenirs, c'est surtout le fait que lorsqu'on respire un parfum, lorsque ce parfum on l'a connu jadis et que soudain il nous assaille à nouveau, le temps s'abolit, le temps n'existe plus, le parfum échappe à toute chronologie. Et c'est pour cette raison aussi que tous les textes sont écrits au présent.
Quand on respire, on est dans un présent éternel. Bah, c'était l'objet de ma question suivante, parce que dans Crème solaire, vous dites « le présent est un cadeau somptueux ». Est-ce qu'on a perdu la notion du présent à force d'embarquer dans l'avenir? Oui, moi ça c'est vraiment un phénomène d'époque qui m'énerve considérablement. Je peux piquer une colère là, j'ai le droit. Autant que vous voulez, c'est fait pour. Non, mais c'est vrai que il y a cette espèce d'accélération du temps de la vie quotidienne, industrielle, économique, politique, qui fait que chacun d'entre nous se projette vers le lendemain, vers la prochaine élection, vers la prochaine échéance, alors qu'il y a un temps qui est un temps extrêmement fugace et dont on doit jouir avec la plus grande élévation, c'est le présent. Donc cette permanence du présent, elle est essentielle dans notre existence, dans notre vie, dans notre quotidien. Il faut la sentir, il faut la peser. Est-ce que le parfum, du coup, permet d'arrêter le temps? Oui, je pense que il y a une forme d'échapper, si vous voulez. Il ne permet pas de l'arrêter, soyons clairs. On ne peut pas se réfugier dans l'éternité d'un parfum, mais on peut en tout cas en avoir l'illusion un moment, parce que c'est vrai qu'il y a cette espèce de boucle qui se fait, d'excroissance heureuse dans laquelle on se réfugie et qui abolit toute durée, toute chronologie, parce qu'on fait se confondre des temps très anciens et des temps nouveaux et des temps présents. Il y a dans Parfum des sillages alimentaires, notamment ceux que laisse le chou, ce mal-aimé, et l'ail, le vertueux. Les effluves à connotation entêtante, c'est plus facile à enregistrer? Ah, j'allais dire, il y a des odeurs intimes, il y a des parfums généraux, il y a des parfums qui donnent envie de manger, il y en a d'autres qui donnent envie de rêver, de voyager. Et c'est ça aussi, cette magnificence de ce sens, qui est un sens un peu dédaigné. C'est-à-dire qu'on se sert tous dans la vie, quand on peut en avoir la chance et l'usage, de la vision, de l'ouïe, du toucher, pourquoi pas. Mais l'odorat est un sens extrêmement archaïque qu'on utilise de moins en moins. D'autant plus qu'on aseptise le monde. On est de plus en plus dans nos sociétés dans un monde qui ne sent rien. On chasse, on maltraite, on pourchasse, on élimine les odeurs. Patrick Poivre d'Arvor, je suis très contente de vous recevoir ce soir sur le plateau de la MTV en direct du Biel. Bonsoir. Ce n'est pas votre première fois au Liban, mais vous suscitez toujours un engouement très fort chez les Libanais. C'est quoi votre secret? J'aime ce pays, donc je pense que quand j'aime, il y a toujours quelque chose qui vous vient en échange et en retour. Vous ne vous contentez pas d'être journaliste, d'avoir été le présentateur vedette du 20h en France, d'être animateur de télé, vous êtes aussi auteur d'une 60aine d'ouvrages. Celui que vous signez ici à Beyrouth s'appelle « Seules les traces font rêver », le voici. C'est un ouvrage très intéressant parce qu'il raconte votre vie, il vous dévoile, il vous met à nu, comme vous le dites. Pour quelqu'un de si timide, comment faites-vous pour vous mettre à nu comme ça à travers vos ouvrages? Justement, quand on est timide, par nature, on a du mal à parler de soi. Comme ça, parler par la voix. Et donc, on s'en sort beaucoup mieux avec l'écriture. En général, toutes mes émotions les plus fortes, je les ai toujours consignées sur des pages de papier. Ça peut être des poèmes, ça peut être des livres, des romans. Et là, une sorte d'autobiographie, oui. Vous parlez de pages de papier. J'ai beaucoup aimé le tout début de votre ouvrage qui dit « J'ai toujours aimé tourner les pages au sens propre comme au sens figuré ». C'est fort, hein? Et en plus, ça tombe bien. Dans le cadre d'un salon de livres, tourner des pages, c'est quelque chose, hein? J'ai toujours beaucoup lu les autres. J'en ai écrit beaucoup, vous l'avez dit, plus d'une 60aine. Et puis, j'aime l'idée que la vie, justement, c'est un livre. On tourne les pages. Si vous restez trop sur une page, vous vous faites avoir. Parce que vous êtes dans le ressentiment, dans la frustration, parfois dans la colère. Donc, il faut vraiment essayer de passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, il faut écrire une nouvelle page, c'est ça? Oui. Et quelle est la page la plus douloureuse que vous avez eu à tourner? De loin, la mort de ma fille Solène. La mort d'une autre de mes filles aussi, Tiffaine, la mort subite du nourrisson. Solène, c'était un suicide. Et puis un enfant aussi qui est mort-né. Voilà, ces trois filles me manquent aujourd'hui encore très 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 fort. Voilà. À partir du moment où vous savez que vous avez ce type de douleur dans votre échelle de Richter personnelle,
toutes les autres sont très étalonnées. Donc il y a des petites brûlures d'amour-propre, etc. qui paraissent très très petiotes. Pour parler de quelque chose d'un peu plus gai, on va parler des traces. Vous parlez de seules les traces font rêver. Quelles sont les traces? Vous parlez là de tous ces politiciens que vous avez rencontrés, que vous avez interviewés, et vous en avez interviewé, toutes ces personnalités qui ont gravité dans votre monde. Quelle trace vous a le plus marqué? Oh, de loin, les interviews avec les hommes ou les femmes de foi, que ce soit Jean-Paul II, le Dalai Lama, Sœur Emmanuel, Mère Teresa, et puis également les écrivains, les poètes, ouais, de loin. Alors les hommes politiques, j'en ai beaucoup rencontrés, je les ai interviewés, titillés, comme j'ai pu, parce que vous le savez, ils ont beaucoup de langue de bois les uns les autres, chez nous comme chez vous. Oui, oui, partout. Ça ne change pas. Mais parfois, il y a eu des beaux moments, dans des moments de paroxysme de l'histoire. Parfois, il y a eu des moments ratés, bon, mais au moins, j'aurais essayé de créer quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y a une entrevue que vous avez faite qui vous a le plus marqué, pas seulement comme trace dans votre vie, mais qui a marqué votre profession? Peut-être l'interview de Saddam Hussein il y a une vingtaine d'années, quand il allait être attaqué par tous les Occidentaux. Et une interview assez surréaliste dans un endroit où j'avais été conduit bandé, les yeux bandés, et où devant des otages qui étaient là, il m'a pris à témoin. Ça s'est mal passé au début, j'ai vu les gardes du corps fondre sur moi, et puis au dernier moment il y a eu un petit rétablissement, et puis voilà, ça fait une interview fleuve qui a duré 3 heures et qui a été un scoop considéré comme mondial et repris par toutes les chaînes. Patrick Porte-Navant, vous écrivez vos ouvrages, vos romans, comme on écrirait un conducteur de journal télévisé. C'est clair, c'est précis, c'est net. Ça vous a beaucoup imprégné? Je pense, oui. Il y a le fait aussi que j'ai beaucoup travaillé avec mes agendas. Tous les agendas que j'avais remplis depuis 40 ans. Près de votre cœur, voilà, n'est-ce pas? toujours. Ils sont toujours avec moi. Et donc, d'une certaine façon, ça m'a aidé. À chaque fois, je me suis rappelé et immédiatement, un nom, un rendez-vous faisait remonter des tas de souvenirs. Pépé Derham, merci beaucoup pour cette petite entrevue. C'est moi qui vous remercie. On aura l'occasion également de rencontrer votre frère Olivier qui arrive dans quelques jours au Liban. Vous n'êtes pas ensemble cette fois? Non, pour une fois, mais on est obligé de se séparer. Mais ce qui est fort, c'est ce lien de fraternité qui vous lie. Très fort. On a écrit une vingtaine de livres ensemble et justement, on est en train d'en terminer un 21e et il vous en parlera bientôt. C'est un à scoop. ma place. C'est un scoop. Voilà. Et vous seul, vous écrivez aussi un? Oui, là, je suis en train d'écrire un roman. Aussi personnel? Personnel. Autobiographique? Ouais. Bon, c'est très bien. On verra. On se délecte déjà. Merci beaucoup de votre présence avec nous. Merci Elsa. Au revoir. Et nous revoilà en direct, toujours au Salon du Livre Francophone. Et parmi les stands du salon, un stand qui se démarque, celui de la FEJ, qui est en fait une association francophone de journalisme qui regroupe plus de 300 journalistes. Pour la 2e année consécutive, ils sont présents au salon et ils ont un rôle particulier. Quel est-il? Pour répondre à cette question, la secrétaire de l'association, Yumna Ghraïeb. Bonsoir Yumna Ghraïeb. Bonsoir. Alors, on va commencer un tout petit peu par définir le rôle de la FEJ en règle générale. Oui, la FEJ, c'est une association de journalistes en fait, et nous sommes en train de travailler pour un journalisme plus perfectionné, plus professionnel, pour un peu sauvegarder l'image du journalisme libanais. À travers quels outils plus spécifiquement? Oui, à travers, nous sommes en train de faire des formations, des débats, des conférences, et nous sommes en voie de publier aussi des œuvres. Et en même temps, nous sommes en train de faire un travail, pratiquement un travail de journalisme, pour donner un modèle, si vous voulez, du journalisme. Nous prétendons que nous avons reçu une formation qui nous permet de travailler comme les gardiens du temple du journalisme libanais. Mais vous intervenez à quel moment de la carrière des journalistes? Comment ça se passe?
Oui, en fait, nous ne sommes pas en train de faire des formations pour les journalistes à ce moment-là. Plus tard, nous allons commencer avec les jeunes journalistes, mais actuellement, nous sommes en train de travailler un peu avec la société civile. Parce que déjà, on avait commencé par lancer des débats un peu pour voir comment les journalistes libanais se penchaient sur les problèmes sociaux, sur les problèmes économiques, sur les problèmes les plus cruciaux dans la société libanaise. Et voilà, nous étions là, nous avons trouvé que les ONG qui représentaient une partie, si vous voulez, de cette population qui voulait travailler, qui voulait être active, avaient des difficultés de communiquer avec les journalistes, de présenter leur Quel genre de cause. difficultés plus spécifiquement? Quel genre de difficultés? Quand il y a les journalistes en général préfèrent les événements politiques, préfèrent les événements qui ont de l'éclat, qui cherchent de l'audimat. Alors nous sommes en train de chercher un journalisme identique qui se penche un peu sur les problèmes de la société et qui met en valeur les causes et l'activité de ces organisations non gouvernementales, de la société civile qui tentent de trouver des solutions aux problèmes de la société libanaise. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez justement au stand de la FEJ sur ce Au salon? stand de la FEJ, c'est un stand très actif cette année, comme l'année dernière. Et nous avons un double rôle. Nous sommes là en tant que journalistes d'abord, pour un travail de couverture. Bien sûr, nous sommes en train de coordonner avec l'Institut français et avec Madame Marielle Saloum pour faire ce travail. Nous sommes en train de faire des publications, c'est-à-dire nous sommes en train de publier des articles dans l'Orient le jour, Nahar. Nous coopérons aussi avec l'Agence nationale de presse. Nous avons notre propre site qui vient d'être lancé. Et c'est un site très agréable à voir. Vous devriez essayer de voir notre page. C'est www.afej-journalisme.com. Youm Nardaï, merci beaucoup. Pour tous ces détails. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'invitée suivante. La FEJ, ça nous intéresse surtout en tant que journaliste. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci Nanette. Roula Fayad, bonsoir. Vous êtes auteur du conte pour enfants Le Trésor des Cèdres. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes libanaise, vous vivez à Montréal. C'est pour ça que vous écrivez à propos du Liban? C'est la nostalgie du pays? Certainement. Je suis libanaise. J'ai vécu pas seulement à Montréal, mais j'ai vécu 13 ans à Dubaï aussi. Et puis à Montréal, ça fait plus que 5 ans. Mais certainement, dans mon cœur, mon âme, je suis libanaise. Et en fait, l'ouvrage est d'une 50aine de pages. C'est un conte pour enfants. Exactement. Il s'adresse pour quel âge en particulier? C'est pour entre 9, 8 et 12 ans, disons. Mais même pour les adultes, je crois que c'est un conte. Même nous, les adultes, parfois, on aime lire des histoires d'enfants, des histoires des contes comme ça. Donc, ça peut s'adresser, même un adulte peut lire ça. Donc, c'est un livre qu'on conseillerait à lire à tous les Libanais qui vivent au Liban et à ceux qui vivent à l'étranger aussi. J'espère les intéresser par ce conte-là. Parce que c'est un conte, ça parle c'est pas seulement que ça parle des cèdres, c'est une histoire imaginaire. Dans tous les contes, il y a une morale, mais là, c'est pas direct, mais ça parle de mon amour pour le Liban et aussi un petit message écologique. Là, c'est moi qui vous interromps cette fois. Le direct est cruel, mais on manque de temps. On voulait juste conseiller aux téléspectateurs d'acheter cet ouvrage pour leurs enfants, Le Trésor des Cèdres, qu'ils soient ici ou à l'étranger. Merci beaucoup de votre intervention. C'est ainsi que nous allons clôturer notre émission. Merci à vous, les téléspectateurs. On vous retrouve demain. Au revoir.